Bienvenue sur ton nouveau podcast The Next Wave ou La prochaine vague. Ici, tu écoutes des jeunes venant d'îles du monde entier te parler de leur quotidien, de ce qui les porte, de ce qui les anime. Chaque semaine, un nouvel épisode, un nouvel acteur qui nous inspire. D'un hémisphère à l'autre, nous sommes tous connectés et nous donnons le micro à ceux qui sont trop souvent oubliés. Abonne-toi maintenant et profite de la vague. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse aujourd'hui de retrouver Yoli en direct de Martinique. Yoli, tu es chargée d'études pour Nature et Développement, mais également vice-présidente de la commission Outre-mer du Parlement français des jeunes pour l'eau. Tu as fait des études de géographie et aménagement des espaces maritimes à Nantes. Dans cet épisode, nous allons donc parler du Parlement français des jeunes pour l'eau, des enjeux environnementaux en Martinique et aussi du rapport de la jeunesse martiniquaise à la culture notamment. Yoli, merci d'être là. J'espère que tu vas bien aussi. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, peut-être commencer par te présenter un peu plus? Ouais, ben, bonjour Ilona, merci infiniment pour l'invitation et encore félicitations, pour l'initiative de ton podcast. Du coup, oui, Yolité Otis, je suis, chargée d'études à Nature et Développement, un bureau d'études qui a été fondé par Mélanie Artemand, qui est écologue, docteur en écologie, spécialiste des zones humides tropicales, donc tout ce qui est mangroves, mares, étangs et cetera, zones humides. Au sein de ce bureau d'études, je suis chargée de tout ce qui est environnement et aménagement. Et puis voilà, c'est une excellente aventure que je partage avec, ma collègue. Puis sinon, oui, j'ai une autre casquette, comme on pourrait dire. Je suis membre du Parlement français des jeunes pour l'eau et vice-présidente de la commission, outre-mer de ce parlement. Alors bon, pour un peu dire, le Parlement français des jeunes pour l'eau, c'est une initiative qui a été portée par l'association des jeunes pour l'eau et qui permet aux jeunes en hexagone comme en outre-mer de s'impliquer, vraiment activement sur les questions liées à l'eau. Il est connecté à un réseau, plus international, plus large, qui s'inscrit dans le mouvement international des jeunes pour l'eau, Global Youth Movement for Water, porté par le secrétariat international de l'eau, notamment le Parlement, mondial des jeunes pour l'eau et du Parlement européen. Et en gros, ce parlement, il se coordonne avec les différents acteurs de la gouvernance, à l'instar des comités, de l'eau, la direction de l'eau, les agences de l'eau. Bah, en fait, en gros, ce parlement, c'est un espace de dialogue, d'engagement, d'action où les jeunes peuvent partager leurs idées et proposer des solutions pour influencer les politiques, tant bien qu'on puisse le faire, sur la gestion de l'eau et les enjeux environnementaux. Et pour la construction du parlement, il est fait de 3 commissions, la commission internationale, la commission nationale et une commission qu'on appelle discrétionnaire. En fait, c'est une commission qui, chaque année, change de thématique. Et cette année, sur l'impulsion de moi-même et d'une collègue, mahoraise, on a décidé de mettre le thème de la commission outre-mer qui a été voté à peu près 70. Donc c'était très cool. On a trop aimé. Et du coup, j'ai un mandat de 2 ans au sein de ce parlement. Puis voilà, donc très belle aventure, qui commence, puisque ça a commencé en juin. Félicitations, c'est trop chouette, pour la commission, outre-mer. C'est vraiment, bravo, c'est une trop belle initiative, de porter ça, à ce niveau-là. J'ai plein de questions, je vais essayer d'ordonner vu qu'on est parti sur le parlement, français des jeunes pour l'eau, on va continuer là-dessus et je pense que je reviendrai plus tard sur mes questions, plus sur toi, tes études ou ton parcours. Mais donc par rapport au PFJE, donc la commission outre-mer, est-ce qu'il y a une feuille de route? Comment ça se traduit? Alors du coup, oui, dans cette commission, on est 10. Du coup, on est divisé en 10 dans chaque commission, donc là, on est 10. Dans ma commission, on a une feuille de route qui va bientôt sortir. On a un petit début sur, notre Instagram. Bon, vous pouvez suivre nos aventures dessus sur LinkedIn d'ailleurs. Mais du coup, notre feuille de route veut on veut en fait échanger avec les acteurs, comprendre les différents enjeux de chaque territoire, leurs difficultés, mais aussi ce qu'ils ont, à partager, leur culture et cetera, vis-à-vis de l'eau toujours forcément, que ce soit de l'eau douce, biodiversité par rapport à l'eau ou les milieux aquatiques de façon générale, même, l'océan, la mer. Et en fait, on veut échanger avec les acteurs, mais aussi, mettre en avant les jeunes, comme, toi tu le fais un peu dans le podcast, mais nous ça c'est vraiment que par rapport à l'eau pour le coup. Mettre en avant les jeunes, les initiatives, les associations, en fait, tout ce qui est fait dans les territoires d'outre-mer, par rapport à l'eau, à l'environnement. Oui, on aimerait que tout ça se traduise en action. On a énormément d'idées. Alors en un an, c'est très court, mais on va essayer de les mettre en place. Là, on commence des interviews avec, des jeunes, issus d'outre-mer. Jeunes, par jeunes, on entend, 18-28 ans pour essayer de faire une tranche, qui sont du coup dans le domaine de l'eau, que ce soit au niveau associatif, que ce soit au niveau, des établissements publics, peu importe, du moment qu'ils ont un lien avec l'eau.
et qui puissent nous expliquer leur ressenti par rapport à ça et ce qu'ils font, les mettre en avant, mettre leur territoire en avant. Vraiment, on s'axe vraiment, vraiment pour les jeunes, tout ce qui est sensibilisation, tout ce qui est concours peut-être photo. On essaie vraiment de faire des actions peut-être ponctuelles, mais efficaces. Trop bien, super, ben, merci, merci beaucoup. Je me disais peut-être pour faire un lien avec, ton parcours et même tes études parce que pour le coup parfois, on voit pas trop le lien. Toi, je pense que c'est assez clair, dès le début, parce qu'il y a carrément, espace maritime dans l'intitulé de ton master, donc je pense que c'était assez, assez clair pour toi. Si tu veux un peu plus en parler de, bah, voilà, ton parcours d'études, qui qu'est-ce qui t'a fait partir de Martinique? Pourquoi tu es revenu aussi? Parce que c'est une, vraie question, dans les outre-mer, dans les îles en général, revenir ou non au pays ensuite, c'est la grosse interrogation des jeunes. Donc si tu peux un peu, voilà, parler de tout ça dans ton cas, de ton point de vue. Alors, à la base, j'étais pas du tout destinée à faire des études de géographie. J'étais partie, en Hexagone pour faire une licence de droit. Je voulais faire, du droit de l'environnement, donc on était déjà quand même sur une bonne base, et puis après au bout de la première année, de la deuxième année, je me suis dit c'était un peu beaucoup théorique. Après ce sont les études de droit, il faut bien passer par là. Ça m'a beaucoup appris, j'ai beaucoup appris de cette expérience, mais je me suis dit: «Bon, je voulais quelque chose de plus pratique, quelque chose qui met en place des choses, où on touche, où on va sur le terrain». C'était vraiment ça mon truc. Du coup, je me suis réorientée. C'était à Orléans, cette époque, et je me suis réorientée vers une licence de géographie aménagement. Au début, c'était histoire, géographie, aménagement pour basculer vers géographie, aménagement. Après, je voulais me spécialiser sur tout ce qui est forcément aquatique puisque je viens d'une île, je viens de la Martinique. Donc, mon but était de retourner en Martinique. Je me suis dit: «Bon, il faut faire quelque chose qui soit en lien avec quelque chose que j'aime déjà et quelque chose qui est utile pour, la Martinique». Alors j'ai choisi, géographie et aménagement des espaces maritimes, Institut de géographie de Nantes. Très belle expérience, on y apprend énormément de choses sur la gestion des risques, en place de réserves naturelles et cetera. Donc c'était vraiment très intéressant. Et puis tout ça vient de l'envie, à force de vivre sur une île, je pense qu'on a cet attrait, enfin bon, c'est peut-être pas tout le monde, mais cet attrait pour l'environnement, de vouloir vraiment, œuvrer pour son environnement. Genre j'ai eu une enfance où on m'a vraiment trimballée dans tous les coins de Martinique, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et forcément ça a façonné en ma personne cette envie, de la nature, et surtout, je suis issue d'une commune qui est littorale, donc encore plus de la mer, d'où, le fait de vouloir me spécialiser dans l'aménagement, des espaces maritimes. Super, super intéressant, merci beaucoup. Pour ton apprentissage, le terme est pas bon, mais changer ta vision de justement du littoral martiniquais, tu as eu un peu pas une révélation, là aussi c'est peut-être fort, mais tu t'es dit en rentrant chez toi: «Ah mais c'est fou!» enfin, tu voyais vraiment des applications concrètes, de ce que tu pouvais faire et que même si tu avais grandi, sur cette île, tu le voyais pas comme ça avant. Alors oui, forcément ça change une bonne vision par rapport au risque, ne serait-ce que le risque d'érosion qui est vraiment présent en Martinique. Durant mes études, je me suis rendu compte que, bah, ah oui, au fait, il manque un petit bout de plage là, un petit bout de plage là, mais en fait, oui, c'est vrai que c'est pas normal, ça s'accélère, c'est plus vite. On est exposé à énormément de risques, et les personnes insulaires, globalement, déjà par le réchauffement climatique, ça fait le plus ressentir sur nous que, par exemple, sur les continents. Mais oui, ça a changé vraiment la perception des choses, et surtout quand j'étais en master, 1re année de master, il fallait faire un mémoire, un premier mémoire, et je l'ai fait sur l'érosion du littoral martiniquais sur ma propre commune, Schellcher, j'habite Schellcher au centre nord de la Martinique. Et c'est là que je me suis dit, parce qu'il fallait recueillir, faire des enquêtes pour recueillir les perceptions des habitants, et je me suis dit: «Mais en fait, personne n'est au courant, que l'érosion, ben, ça existe, que c'est là». Donc oui, ça a changé tout un pan de franchement, tout un pan de mon imaginaire. Forcément, quand on est enfant, on n'y pense pas, on voit juste une plage, on voit juste un cyclone, on sent juste des tremblements de terre, mais bon, pas plus que ça. On se pose pas la question de: «Oui, bah, du coup, comment la population perçoit ça? Est-ce qu'on est vraiment bien informé?» Par exemple, des cas de tsunami, est-ce qu'on est vraiment bien informé? Voilà, oui, ça a changé vraiment, tout un pan, moi. Bah, pour continuer là-dessus, je me demandais si outre, tu as cité l'érosion qui est je pense un très bon exemple, mais si tu as d'autres idées de, on va dire, pression, qu'il existe sur la nature, aujourd'hui, en Martinique, je pense que on on pourrait y passer très longtemps et et ça pourrait durer un bon moment, mais peut-être des pressions où, bah, à ton échelle, tu aurais, quand même des idées un peu entre guillemets «de solutions», enfin c'est pas miracle, je pense avec ton travail et cetera, tu es aussi sur ce sujet-là.
Tu as des exemples de pression, qui existent aujourd'hui sur, l'environnement en Martinique et en même temps, bah, des solutions super concrètes qui pourraient être, appliquées? Alors déjà, il y a la pression, pollution, plus grosse pression, forcément qu'on peut rencontrer et à laquelle on peut remédier. Si je parle par exemple des plages, puisqu'on va rester sur le littoral, la quantité de déchets qu'on retrouve par exemple dans les mangroves, zones humides, bah, c'est incroyable. Aspirateurs des véhicules et tout. En fait, on peut tout trouver sur ce genre de après les mangroves, c'est particulier parce que dans l'imaginaire collectif, ça reste quand même un lieu qui n'est pas ça n'a jamais été très glorifiant, c'était très mal perçu, mystico, religieux, enfin bon bref, tout un tas de choses autour de ça donc bon, c'est un exemple qui est un peu plus fort. Déjà la pollution, il y a énormément de ramassage de déchets qui sont faits, d'associations, d'entreprises qui se mettent en œuvre tous ensemble pour, pouvoir remédier à ce problème-là. Il y a tout ce qui est assainissement non collectif, quel gros problème. Quasi 90 des infrastructures qui sont hors normes. Alors oui, c'est énorme les rejets qu'il y a dans la nature, la pollution qu'on envoie comme ça littéralement, sur l'environnement. C'est très, très, très consistant. On peut y remédier, par exemple, en essayant que toutes les maisons puissent se mettre déjà aux normes. Ça pourrait déjà faire quelque chose, d'assez intéressant. Tout ce qui est replantation, il y a aussi la commune du Lamentin qui fait énormément de choses par rapport à ça. Reboison la mangrove, par exemple. Ils replantent, mais de façon très ça a été calculé très scientifiquement, forcément. Mais où ils replantent, ils pour faire regagner la mangrove, son terrain d'origine, qui inclut aussi les entreprises, dedans, ce qui est super intéressant pour les entreprises et qui montre vraiment, qu'ils veulent faire avancer les choses. Donc je dirais, oui, ce serait ce type-là pour lequel on pourrait remédier au plus rapidement. Super, intéressant et super complet, merci beaucoup. Aujourd'hui en Martinique, tu as l'impression que, oui, les associations par exemple, appellent assez, les jeunes? Ou est-ce qu'il y a encore, un lien à établir et pour les rendre «plus sexy» entre guillemets auprès des jeunes, qui sont pas encore forcément, mobilisés? Alors pour les si je devrais déjà faire en catégorie, pour les plus jeunes, les plus petits, je dirais, 6, du primaire au collège, on va faire très grand. Alors je trouve qu'ils sont extrêmement sensibilisés. Il y a beaucoup d'associations comme le Carbet des sciences, Roots of the Sea, l'Office de l'eau de Martinique qui œuvrent vraiment pour sensibiliser sur tout la que ce soit la quantité d'eau, que ce soit les zones humides et cetera. Moi-même à travers mon travail, je sensibilise, il y a une association qui fait appel à moi, il y a des écoles primaires qui font appel, à moi, mon service 2 fois par semaine et cetera. Et pour les plus jeunes, je trouve qu'en fait, c'est plus facile de pouvoir les sensibiliser et c'est déjà en œuvre. Donc ça, c'est moi, là où je me pose la question, ce serait plus pour les jeunes, de notre âge, plus jeunes de 20 ans, type lycée fin de lycée et études supérieures, où vraiment, je trouve qu'il faudrait peut-être mettre plus de choses en place parce que ce ne sont pas tous qui sont dans des études de géographie, de sciences, de biologie, au niveau environnemental et peut-être ouais, essayer de mettre plus de choses en place, les sensibiliser eux, même si on pourrait se dire: «Eux, ils ont 20 ans, ils ont peut-être connaissance de ça», mais en fait pas du tout. Des fois, je parle même avec des proches qui sont dans le domaine médical, vraiment des tout autres contextes et qui me disent: «Ah oui, ça c'est vrai, l'inondation, les tsunamis. Ah oui, tiens, tant, 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 tant». Donc du coup, je me dis: «Bah, peut-être plus mettre ces porter ces jeunes faire de la sensibilisation auprès d'eux», parce que pour les adultes, je trouve que c'est important de le faire. Mais pour les jeunes, je trouve qu'il y a pas assez il y a pas encore assez d'initiatives pour les jeunes 20 ans et plus, quoi. C'est super intéressant parce que c'est vrai qu'on voit aujourd'hui que tout ce qui est mis en place, bah, sert les générations jeunes, de comme tu disais, école, collège, mais ce qui fait que ceux qui sont déjà plus grands n'ont pas eu, tous ces enseignements-là et ces sorties ou ce genre de choses. Par rapport, si tu peux développer peut-être un peu sur, l'association, et les écoles, tu disais qu'ils faisaient plus, appel à toi dans le cadre de ton métier et peut-être si tu veux aussi parler un peu plus de ton métier, de ton quotidien, ce serait super intéressant. Merci. Ils ont fait appel à des aux preuves de prime abord à ma collègue, Mélanie, parce qu'elle est spécialiste des zones humides pour leur parler aux enfants des mares, des étangs et cetera. Puis après à moi, tout ce qui est le cycle de l'eau, le cycle naturel, puis après ils sont revenus pour le cycle domestique, parce qu'ils sont vraiment très actifs et du coup moi j'interviens pour leur parler de comment tout ça se déroule, la station d'épuration, tout ce grand cycle, dans lequel on vit et on s'insère. Dans le cadre de mon métier, ouais, j'ai tendance vraiment à faire ça et j'aime en fait sensibiliser les plus jeunes, comme les plus grands.
Mais c'est vraiment quelque chose que j'affectionne particulièrement parce qu'ils sont très réceptifs. Il suffit juste de savoir comment bien capter leur attention et c'est pas facile. Ils sont jeunes, ils sont dynamiques, ce sont des enfants et en introduisant de petites vidéos, des petits schémas, on arrive vraiment à les captiver. Du coup, c'est ce que j'apprécie dans le cadre de mon travail, en dehors de tout ce qui est, les gros trucs que je fais, à l'échelle un petit peu plus, on va dire, étatique. Mais là, c'est vraiment très intéressant. Trop bien. Par rapport à pour en revenir donc à ces jeunes, d'une vingtaine d'années qui ont peut-être pas forcément reçu, l'enseignement qui est aujourd'hui donné sur, l'environnement et l'écologie, aux jeunes, qui sont, en école. Est-ce que tu aurais un conseil à donner s'il y a une jeune, martiniquaise, un jeune martiniquais pardon, ouh là, ça va pas avoir martiniquais, la fatigue. Mais donc qui nous écoute, à ce sujet, mais ne sait pas forcément, bah, qui contacter, comment mettre, on va dire, «le pied à l'étrier» entre guillemets pour s'investir et s'engager sur ces enjeux-là? Est-ce que tu aurais quelques conseils, quelques pistes? Alors, je trouve que l'intérêt qu'on peut porter à l'environnement dépend de ce que l'on fait et je peux comprendre que quelqu'un qui soit dans la médecine n'ait pas forcément d'intérêt à se dire: «Bon, en fait, c'est quoi les enfin, pas c'est quoi les inondations, mais quelles sont les problématiques et enjeux environnementaux en Martinique?» Ceci dit, il existe différentes façons de se sensibiliser. Alors, récemment, il y a eu les journées, du patrimoine où, on a pu faire avec ma collègue un tour de la mangrove. C'était pas loin, à Sainte-Luce, c'était une romerie qui organisait. On a pu faire avec des personnes de tout âge, découvrir qu'est-ce que la mangrove, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça. Donc c'était déjà très intéressant, c'est là où des jeunes peuvent s'insérer. Il y a aussi tout ce qui est des sorties kayak. Maintenant, beaucoup de sorties kayak, petits bateaux s'intéressent vraiment à tout ce qui est, à l'environnement, aux zones humides et cetera. Donc ça aussi, ça peut être une approche qui est un petit peu plus peut-être intéressante. Effort physique parce que kayak, parce que bateau, parce que attrait, c'est un petit peu plus, j'avoue attrayant que la balade à pied, on va dire. Puis sinon après il y a des ouvrages à lire si on veut, il y a énormément de vidéos que l'Office de l'eau fait. Il y a énormément d'événements, mine de rien, qui sont organisés, qui n'intéressent peut-être pas grand monde, mais qui sont organisés, des forums et cetera. Déjà juste à travers la fête de la science, on voit énormément de choses, qui aura lieu bientôt d'ailleurs. Des festivals zéro déchet qui a lieu en novembre là pareil, organisé par Zéro Déchet. En fait, il y a énormément de choses. Si on s'y intéresse un peu, i on peut le faire, mais le tout est de pouvoir intéresser ces jeunes-là. Donc essayer de trouver, comment les intéresser. Donc un conseil que j'aurais, pour ces jeunes-là, c'est d'essayer de pousser leur intérêt, vers la nature. Ça, c'est important, c'est ce qui nous permet de vivre, mine de rien. Donc d'essayer de s'informer quand hein, il y a des reportages, essayer de le suivre. Arte, il y a vraiment énormément de chaînes, hein, on peut vraiment, vraiment faire beaucoup de choses. Donc c'est vraiment de pousser son intérêt, vers la nature. Trop bien, merci beaucoup. On va dire là aussi si on essaie d'être, assez pratique, assez, concret, quels sont par exemple des gestes qui peuvent vraiment aujourd'hui, aider, l'environnement? Alors, je sais pas à quel point, tu as des exemples ou pas en tête, à donner, mais pareil, pour quelqu'un qui nous écoute et qui est peut-être pas forcément informé sur le sujet parce que c'est OK, on n'a pas tous, les mêmes accès à l'information. Donc qui voudrait, bah, faire un peu sa petite part, comment ça peut se concrétiser, aujourd'hui? Alors je vais faire comme je fais avec, les petits jeunes, tout petits jeunes. C'est des trucs très basiques. Alors si on parle par rapport à l'eau, bien sûr, on pourrait se dire, bah, déjà fermer, le la douche quand on se savonne. C'est des trucs très bêtes que je vois que beaucoup de personnes ne font pas assez et les petites économies sont toutes bonnes à prendre. Si tout le monde fait ça, ben, en fait, on fait des grosses économies. Fermer l'eau quand on se brosse les dents, c'est tout un tas de petits gestes comme ça. Bien faire le tri des déchets, ça aussi. Surtout que c'est particulier en Martinique, ce n'est pas tout qu'on trie, donc ça, c'est encore un autre débat. Bientôt en 2026, normalement, on va pouvoir trier autrement, donc ce sera très cool. Pouvoir essayer de consommer de façon, durable. Déjà, si on parle du côté alimentaire, consommer de saison, consommer les légumes pays, c'est très important. Au niveau de tout ce qui est vestimentaire, essayer d'être, vraiment, ça sert à rien d'acheter trop. Pour au final que ça se retrouve dans ton armoire ou, à la poubelle. Essayer de remettre ça tant bien qu'on peut, sa maison aux normes au niveau assainissement. Il y a des aides qui sont octroyées à des habitants franchement. Donc ça c'est possible aussi. Au niveau de la consommation d'électricité,
essayer de fermer la lumière quand on va dans d'autres pièces. Je sais que la climatisation est intéressante en Martinique parce qu'il fait très chaud, je conçois, mais quand du mieux qu'on peut, s'il fait un petit peu frais, éviter de la mettre, par exemple. En fait, ce sont tout un tas de petits gestes qui sont OK, petits à notre échelle, mais si 1 million mettons, de personnes le faisaient, ben, en fait, on en reviendrait à faire de grosses économies. Donc je dirais que ce serait à peu près, ces gestes-là. Ah super, merci beaucoup, c'est très clair encore une fois. Je me demandais, pour parler un peu plus donc de ton retour au pays, de la jeunesse, est-ce que pour toi, il y a des freins ou au contraire des boosts pour le retour de la jeunesse, sur l'île? Est-ce que, parce que donc toi dans ce que tu nous disais au début, tu es quand même parti avec l'idée de te former, dans l'Hexagone, mais tu savais que ça allait être pour revenir, donc même tu as choisi tes études en fonction, voilà, en fonction, bah, de l'eau parce que tu savais que bon, l'île, il y a de l'intérêt dedans. Mais, est-ce que tu aurais des bah, peut-être, ouais, des conseils ou même, plutôt une simplement nous partager ta vision sur, bah, la situation des jeunes aujourd'hui qui hésitent à revenir ou pas, comment ça se passe? Comment, le vit la Martinique? Parce que c'est un vrai sujet pour les îles aussi de ne pas avoir assez de jeunes qui reviennent, voilà. Très bonne question, mais oh là là, quel sujet. Bah, je suis partie certes pour me former, parce que c'est OK de partir. Vraiment, à l'étranger, que ce soit en Hexagone, en Asie, au Canada, parce qu'il y a beaucoup de gens qui partent au Canada aussi, de Martinique. C'est très bien de pouvoir prendre de l'expérience ailleurs pour le remettre en Martinique ou pas. D'ailleurs parce que c'est OK de pas revenir aussi, on oublie souvent de le dire, mais c'est bien de rester à l'étranger. Si par exemple tu es parti de Martinique et que tu te sens très bien au Japon, bah, en fait, reste au Japon parce que, bah, tu fais évoluer le pays aussi. Ceci dit, c'est vrai qu'en Martinique, la Martinique est zone bleue, zone, où il y a le plus de personnes âgées, des départements, donc c'est un peu compliqué. C'est vrai qu'on a besoin de jeunesse, on a besoin d'un peu plus de dynamisme. On a besoin Certains diront oui, que c'est vrai que c'est compliqué de revenir parce que, bah, on parle du travail, c'est clair, la place qu'il peut y avoir pour nous dans certains corps de métier, c'est clair que c'est compliqué. On parle du logement, je vais pas c'était très difficile pour moi de trouver un logement au retour. Alors j'avais mes parents, donc je n'avais pas de stress, mais c'est très compliqué de revenir, en Martinique, dans un contexte où, c'est vraiment très, on va dire que l'accès, enfin, c'est pas l'accès en dehors du prix, enfin bon bref, tout un tas de contextes comme ça. Donc je dirais, ben, que oui, allez vous former, mais dans la possibilité, aussi vous avez l'envie au fond de vous, en tant que jeune, de vouloir revenir, revenez. Forcez, vous allez trouver, même si c'est dans l'entrepreneuriat, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs en Martinique, de jeunes entrepreneurs, je précise, en Martinique. Donc si c'est ça, franchement, revenez, essayez, quitte à ce que vous puissiez pas trouver et repartir. Je sais que ça demande beaucoup d'énergie, le déménagement et cetera, mais d'essayer de revenir pour faire avancer l'île parce que, ben, c'est nous, jeunesse, que bon, nos parents et cetera, bah, au final, ils vont bien s'éteindre un jour, hein. Donc il faudrait essayer de mettre de la jeunesse, du dynamisme, surtout dans les institutions publiques. Des fois, c'est un petit peu on se rend compte que c'est un peu mou, que les choses auraient pu être plus dynamiques, on aurait plus avancer plus vite. Je suis assez mitigée sur cette question du retour au pays. Alors moi, j'ai eu une opportunité, donc je vais pas j'ai eu de la chance, si on peut dire, d'être recrutée dans le lieu où j'ai fait mon stage. Déjà, c'est pas donné à tout le monde, mais je dirais tenter l'aventure. Vraiment tenter de revenir, c'est essentiel. Intéressant parce que c'est de la chance, mais un peu provoquée quand même. Parce que, par exemple, tu avais déjà pris l'initiative, de revenir, faire un stage et cetera, ce que pas tout le monde fait et encore une fois, c'est OK. Je suis très alignée avec toi sur le fait de «déculpabiliser» entre guillemets, les jeunes, qui, bah, en fait, trouvent leur place ailleurs et pour plein de raisons pro, perso et cetera, bah, s'installent définitivement, ailleurs, c'est OK. Mais c'est vrai que si on hésite, ça peut, par exemple, être une bonne idée de se dire: «Bah, l'été, je rentre et au lieu de faire que des vacances, je fais un petit stage, comme ça je vois à quoi ça ressemble aussi de travailler sur mon île, si ça pourrait me correspondre» et cetera. Je trouve que c'est une bonne idée. Par rapport donc à la jeunesse, je sais que tu voulais aussi parler, bah, un peu de comment ça se passe en Martinique entre, l'héritage et les traditions et comment la jeunesse justement se les réapproprie d'une certaine manière et lance des initiatives. Alors la jeunesse, alors être jeune en Martinique, jeune, je parle, on va dire, mon âge, parce qu'être plus jeune, bon, forcément, on est avec des parents, on est un peu guidé. On va dire être jeune qui soit resté ou qui soit revenu. Bah, en fait, on a toujours cet héritage en nous. Bon, c'est sûr qu'on parle le créole martiniquais pour le coup, donc ça, c'est un héritage très fort.
que je franchement, j'aimerais vraiment qu'on puisse, le garder. C'est très important de parler la langue de son territoire, de son pays. On est face à, vraiment le problème enfin non, est-ce qu'il y a des problèmes? Non, je dirais pas qu'il y ait des problèmes, mais la jeunesse martiniquaise, des fois, je trouve qu'on ne parle pas des fois assez bien le créole. Alors récemment, pour une petite anecdote, j'ai fait une conférence en créole, totalement en créole, un peu scientifique, donc c'était à l'aide de ma collègue Mélanie Hortement qui m'a on a conçu le diaporama et cetera. Mais j'ai dû m'exprimer en créole pendant 10 15 minutes. Alors quel exercice que je n'ai jamais fait de ma vie. Par exemple, bah, à travers ça, je me suis dit: «Mais en fait, c'est pas normal que je ne sache pas vraiment parler le créole de façon, ben, aussi fluide que je parle le français, voire peut-être même je parle le créole moins fluidement de façon moins fluide que je parle l'anglais». Alors ça va être un autre truc. Mais je trouve que, ben, on a cette perte. Un petit peu cette perte de savoir comment écrire le créole. J'ai dû chercher chaque mot sur un dictionnaire. En fait, je me dis: «On ne m'a jamais enseigné à moi, étant plus jeune, le créole, comment il s'écrit et cetera». C'était des options, option créole, option. Je trouve que ça devrait être quelque chose qui devait être inscrit, par exemple, à l'éducation nationale, même si c'est 1 heure, une petite heure comme ça ou 2 par semaine. C'est quelque chose qui devrait être, un petit peu plus, mis en avant. Pareil pour tout ce qui est de la danse. Le bélé qu'on a en Martinique, on a aussi, la mazurka, on a aussi, des petits trucs de petits vieux, le quadrille, tout ça, vraiment, la biguine, tout ça. Je trouve que c'est quelque chose qui devrait être mis en avant et qui devrait être, je vais pas dire forcé parce on n'a pas le droit de forcer les gens, mais qui devrait être vraiment, on devrait le mettre en avant et dire: «Mais oui, il faut venir faire du bélé, il faut venir faire ça pour qu'on puisse conserver notre culture, et la perpétuer». Si je prends l'exemple aussi, récemment, j'ai vu une exposition de l'association Passerelle, encore une fois, à Schœlcher, qui faisait l'exposition des objets d'antan. Alors des objets que nos grands-mères, arrière-grand-mères avaient, elle les a tous ramenés et ça a fait l'objet d'une exposition. Mais il y a des choses dont je n'avais pas connaissance. Alors après, j'ai baigné dans une culture avec mes grands-parents où j'ai souvent été, donc bon, je m'estime privilégiée d'avoir, la connaissance sur ça. Mais c'est pas tout le monde, en fait, qui connaît, quels étaient des objets et cetera. Surtout les jeunes, je parle des jeunes, hein. Tout ce qui est parents et cetera le connaissent puisqu'ils l'ont vécu, donc c'est totalement différent. Mais je trouve que plus d'initiatives par rapport à la culture devraient être mises en avant pour les jeunes et les inciter à se dire qu'en fait, c'est important. Ça, dans tous les départements d'outre-mer. Je parle de la Martinique parce que je suis martiniquaise, mais je suis sûre qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, qu'en Nouvelle-Calédonie, alors encore autre chose, ça doit être incroyable, mais qui a vraiment ce côté de conservation, de la culture par les jeunes. Ceci dit, certes, ils ne sont pas non plus ignorants. Voilà, ils ont connaissance de ce qu'est le zouk, ils ont connaissance de leur culture de façon globale, mais jamais de façon approfondie et je trouve ça vraiment dommage, qu'il y ait cette petite perte de fur et à mesure parce que d'une génération à l'autre, ça se perd et je me demande qu'est-ce que nos arrière, petits-enfants, vont pouvoir conserver de notre héritage culturel. Mmh. Mais c'est super, super intéressant et je suis très d'accord avec toi et je trouve qu'il y a un vrai enjeu de, en fait, valoriser, enfin, comme tu disais, de mettre sur le devant de la scène, mais d'une manière qui fait que les jeunes se posent pas la question. Est-ce que tu aurais je me demandais une idée, préconçue sur la Martinique que tu aimerais corriger? Quelque chose que tu as l'impression qu'on entend beaucoup et qu'à chaque fois tu te dis: «C'est pas du tout vrai» et à l'opposé, où tu te dis: «Bah, pourquoi les médias parlent pas de ça alors que c'est vraiment, ça qu'il faudrait mettre en avant quand on parle de la Martinique?» Ah là là, il y en a tellement, Ouais, c'est sûr. c'est dur. Alors que les Antillais sont fainéants. Qu'ils boivent que du rhum, c'est vraiment pas vrai. OK, oui, ça fait partie de notre culture parce que oui, c'est le rhum, c'est la canne à sucre. Bon, OK, mais c'est pas vrai, que qu'on est lent. Mais si vous veniez juste 2 minutes en Martinique, voir à quel point tout avance vite. Donc là où par exemple en France, je sais hexagonal, on commence à 8 9 heures. En Martinique, tout le monde est levé à 6 heures pour commencer à 7 heures, pour finir, même à 18 19 heures. Donc franchement, c'est quelque chose, ça j'aimerais vraiment déconstruire. Qu'on est des zoukeurs, des enfin franchement, il y a tellement de stéréotypes, mais que je trouve, à l'antipode de ce qu'on est vraiment. Donc tout ce qui est vraiment de ces petits stéréotypes, pardon, j'aimerais vraiment, qu'on puisse se l'enlever de la tête, qu'on vit au soleil, donc que la vie est plus belle au soleil. Pas forcément la vie chère, tout ça, c'est quelque chose aussi. A contrario, ce que j'aimerais qu'on mette en avant, bah, notre culture.
Vraiment. Autant on aime bien parler sur les reportages des plages, c'est très beau, hein, j'avoue la Martinique est très belle, hein, je suis la première à le dire. Les plages, la nature et cetera. On parle que très peu des enjeux, c'est que, ben, ces dernières années avec par exemple l'émission C'est pas si loin, dirigée par Karine Bast, par exemple, qui où on met en avant le tous les outre-mer de façon générale. Ouais, parler de notre culture profonde, l'écrit, le créole et cetera, comment on le vit nous, comment les jeunes le vivent, comment les plus anciens le vivent, comment ils constatent peut-être cette perte d'héritage culturel. En fait, vraiment approfondir sur la culture profonde et non pas superficielle, de la Martinique. Voilà. Par rapport au créole, je me demandais, donc on revient peut-être sur, quelques questions, et parce que tu l'avais déjà plus ou moins mentionné que c'était une option à l'école. Est-ce que enfin, sans rentrer dans les enjeux politiques, mais est-ce que donc ça a été mis en place, il y a un moment et depuis ça a pas bougé? Ah, parce que, du coup, c'est des questions que je me pose, et bon, vu que tu es un peu la l'interlocutrice, si tu peux amener ton avis, qui est certes très personnel, donc c'est OK. Alors oui, à mon époque, enfin mon époque, je dis ça comme si je suis un dinosaure, pas du tout, hein, j'ai 26 ans, mais on va dire à l'époque où j'étais au lycée, même au collège, c'était déjà une option, mais retrouvée dans très peu de lycées, très peu de collèges. Bon, c'était pas tout le monde, il fallait aller dans ce lycée si tu voulais cette option et cetera. Donc bon, déjà là, je trouvais ça un peu limitant. De plus en plus, les collèges et lycées s'emparent de cette question et proposent vraiment cette option, aux plus jeunes, de plus en plus, donc c'est ce que je trouve très, très, très cool à l'écrit, oral et cetera. Maintenant, ce n'est pas quelque chose qui est extrêmement mis en avant, je trouve, même par l'éducation nationale. Je ne sais pas si on veut vraiment si on, si l'État, bah, bref, je ne sais pas qui derrière tout ça, veut vraiment mettre en avant, le créole, comme langue régionale. Franchement, j'aurais bien aimé que ce soit comme, Haïti l'est fait, que ce soit une langue. Une langue. Mais, je trouve qu'il y a un frein, qui est au-dessus de la Martinique, bien au-dessus, et qui nous permet pas de pouvoir évoluer, par rapport à ça. Je trouve ça bien dommage. Et par rapport je me disais par rapport donc, au rapport des générations plus âgées sur le sujet, qui peut-être, enfin le parlent plus couramment. Enfin, honnêtement, j'ai aucune idée, et je pense que beaucoup de personnes qui écoutent aussi ne savent pas forcément, mais comment ça se passe? Est-ce que les jeunes aujourd'hui le parlent encore entre eux, ou est-ce que c'est seulement pour les blagues, les insultes? Alors que les grands-parents, eux, continuent de le parler, Mes grands-parents, parlaient le créole de façon, oui, très courante. En plus, un créole plus soutenu que le nôtre, moins francisé. Alors ça, c'est tout un truc. Donc c'est sûr, qu'ils voyaient ça, ils trouvaient ça dommage que le créole se perde. C'est clair. C'est dommage que ça se perde un petit peu plus. Les anciens mots qu'on employait et cetera, c'est ça se perd. Après les jeunes parlent entre eux. C'est vrai, comme par exemple moi, je parle, bah, très rarement pour le coup. C'est dommage, mais je sais que je l'emploie pour avoir des bribes de discussion. Donc non pas que pour les insulter et tout, parce que bien que malheureusement, ça existe, hein, faut dire ce qu'il en est. Mais je sais que les jeunes l'emploient quand même pour se parler, entre eux. Des fois, quand la discussion, il y a des mots qu'on ne peut pas trouver en langue française, mais qu'on trouve en créole pour pouvoir, dire ce qu'on veut, ce qu'on ressent, et donc on peut le parler, mais ce sera jamais une discussion d'une heure en créole, comme ça, mais ce sera des petits bouts où on sent qu'il y a quand même une bonne base, de créole, hein, c'est sûr. Mais voilà, ce serait un peu comme ça. Intéressant, merci beaucoup. Je pense qu'on arrive bientôt à la fin du podcast. Il me reste, 2 petites questions, qui sont les questions, que je pose à tout le monde. J'ai très hâte d'entendre ta réponse sur la première, qui est donc si tu as une, recommandation culturelle, ça peut être un livre, un film, une musique, un lieu à visiter, un compte à suivre sur les réseaux sociaux. Ça fait beaucoup, mais si tu as des idées là comme ça qui te viennent, et Alors je dirais déjà premièrement, la rue Cazenègre. C'est très tout le monde connaît peut-être de nom ou pas d'ailleurs, réalisé par, me semble-t-il, Lausanne Palsy. Vraiment incroyable, qui raconte la Martinique, en temps longtemps comme on dit, il y a un petit moment. Donc ça je dirais, je le recommanderais. Et puis il y a le film Begin réalisé par Guy Deslauriers, et qui est un film qui raconte l'histoire un peu et comment ça s'est déroulé de l'explosion de la montagne Pelée en 1902. Donc je trouve que c'est un film, qui devrait être vu par le plus grand nombre dans la mesure du possible. Les Martiniquais n'auront peut-être pas déjà encore vu, les plus jeunes.
je trouve que ce serait ça. Et puis culturellement enfin ça c'est pour au point de vue film, filmographie, mais au point de vue musical, alors continuer à toujours écouter, Kassav, tous les groupes, bah, le groupe le plus connu en termes de zouk et de musique martiniquaise et puis sans compter tous les petits musiciens et cetera qui existent. Malavoie par exemple, un groupe aussi, à écouter, je dirais que ce serait ça. Trop bien, merci beaucoup. Je vais aller regarder le film, c'est trop bien. J'adore poser cette question, ça me fait une, une liste de C'est génial. ouais, c'est trop bien. Et enfin, la dernière question qui est, à qui passerais-tu le micro pour un prochain épisode du podcast? Ça peut être quelqu'un de Martinique, ça peut être quelqu'un d'une autre île, tu penses aussi à quelqu'un, si tu as 2 ou 3 noms, tu es pas obligé de choisir et de faire jaloux, c'est OK, donc je te laisse, J'aimerais passer le micro à une jeune de Wallis et Futuna. Récemment, j'ai pu avoir, grâce au Parlement français des jeunes pour l'eau, une interview d'acteurs, de l'eau à Wallis et Futuna et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, comment ils vivaient avec des royaumes et cetera. C'est quelque chose dont on a très peu connaissance et je trouve que ça mériterait vraiment, d'être mis en avant, toute leur culture. OK. Trop bien, trop bonne, j'allais dire recommandation, c'est pas vraiment une recommandation, mais si c'est une recommandation pour moi, écoute, Yulich, on arrive à la fin. Merci beaucoup, beaucoup à toi pour, tout ton temps, toutes tes réponses, on a parlé de plein de sujets différents, mais c'était tout était super intéressant, super bien argumenté, c'était trop bien, je suis trop contente, d'avoir eu l'occasion de parler avec toi sur ce podcast et merci encore. Merci beaucoup Ilona, merci infiniment pour l'invitation. Merci à notre invité et merci à toi d'avoir écouté The Next Wave. Abonne-toi pour ne rien rater et laisse un avis, ça nous aide vraiment. N'hésite pas aussi à partager cet épisode à un ami ou une amie insulaire. À mercredi prochain!